C'est une vieille histoire, dont on se souvient mal, dont on parle encore moins. Car il ne sert à rien de vivre dans le passé, de réveiller sans cesse une blessure qui ne guérira jamais. À la main gauche, Sarah Croft ne compte que 2 doigts. Son avant-bras est tordu et atrophié. Avec sa mère Caroline, elle a finalement accepté de nous recevoir quand nous leur avons parlé d'enfants nés sans bras, de l'autre côté de la Manche. Sarah a aujourd'hui 27 ans. Un travail, une maison, un fiancé. Elle ne cache plus sa main. Sa mère s'est libérée de la culpabilité qui l'a rongée pendant des années. Celle-là, je l'aime bien. Sur cette photo, elle est tournée dans ce sens. Son bras gauche est caché, vous voyez? Je pense que je ne le faisais pas consciemment, mais je le faisais, sans m'en rendre compte. Quand j'étais petite, tu m'interdisais de tirer sur ma manche pour cacher ma main. Ce n'est pas que je t'interdisais. Mais oui, au début, je tirais sur sa manche pour cacher sa main. Jusqu'à ce qu'elle ait 8 semaines, je dirais. Et à un moment, je me suis dit, si je n'arrête pas tout de suite, elle le fera toute sa vie. Alors j'ai arrêté. La malformation était indétectable à l'époque. Les médecins l'ont découverte à la naissance. Ils nous ont dit, c'est statistique, ce sont des choses qui arrivent. Sarah devait avoir 16 ans quand on a appris ce qu'il s'était vraiment passé. En 2008, elle rencontre 17 autres familles. Des ados du même âge, souffrant des mêmes malformations, dont les mères avaient été enceintes au même moment, au même endroit, à Corby, petite ville du centre de l'Angleterre. Ensemble, ces familles arrivent à la certitude que le handicap des enfants n'est pas le fruit du hasard. Ça a répondu à beaucoup d'interrogations que j'avais, auxquelles j'essayais de ne plus penser. Ça m'a permis de comprendre d'où c'était venu. Et vous, Sarah ? C'était bizarre de voir des gens avec la même main que moi. C'était la première fois que je voyais ça. Mais oui, comprendre ce qui s'était passé, ça a été un soulagement. Qu'est-il arrivé à Sarah et tous les autres? Comment ont obtenu justice ceux qu'on a appelés les enfants de Corby? La ville où ils sont nés était un bastion industriel, fondé sur l'acier. L'une des plus grandes usines de British Steel Works. Jusqu'à la crise des années 70 qui provoque la fermeture de l'usine en 1981 et des milliers d'emplois perdus. Pour survivre, Corby doit se réinventer. Les immenses terrains de l'aciérie, y compris ceux consacrés à l'enfouissement des déchets toxiques, sont déblayés pour faire place à de nouvelles entreprises. Une mutation à marche forcée. C'est à cette période que naissent les 18 de Corby. Des Collins est l'un des premiers à y avoir vu un lien. Il est avocat spécialisé en droit de l'environnement. L'usine d'acier était de ce côté. Et derrière, il y avait un immense terrain vague qu'ils utilisaient pour entreposer les déchets toxiques pendant 40 ans. À la fermeture de l'usine, la ville confie la dépollution du site aux ouvriers au chômage. On va se garer ici, et puis continuer à pied.
Pendant 15 ans, il s'improvise nettoyeur d'un immense complexe industriel pour permettre à la ville de revendre les terrains situés derrière ses grilles. Ça ressemblait à un champ de bataille. À l'époque où l'usine fonctionnait, c'était encore un peu organisé. Mais en 2 ou 3 ans, tout est devenu un chantier. Si l'usine était sale et polluante, la démolition fut pire encore. Jusqu'à 60 camions par jour chargés de déchets toxiques. Au lieu de mettre les déchets sur des camions bien fermés et bien nettoyés avant de quitter le site, ils utilisaient des camions non couverts. L'eau qui servait à les rincer était plus toxique encore, car ils utilisaient celle des mares toxiques du terrain pollué. Et pire encore, au lieu d'emmener tout ça proprement pour l'enfouir ailleurs via des petites routes de campagne, ils traversaient la ville. Les habitants de l'époque se souviennent d'un nuage rouge qui recouvrait la ville. Tachait l'herbe, le linge étendu à sécher, les fruits et légumes sur le marché. Mais beaucoup de substances déterrées étaient invisibles. Chrome, zinc et cadmium. Un métal lourd dont on sait qu'il provoque des malformations à la naissance chez les animaux. En 1999, l'avocat Des Collins rassemble les 18 familles et lance une action de groupe pour demander des comptes à la ville de Corby. Je serais vraiment en colère si j'apprenais que c'est parce que des gens ont été négligents ou paresseux qu'il nous est arrivé ça. Parce qu'on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait pour mériter ça. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait ça? C'est pas de notre faute. S'il y a quelqu'un qui est responsable, je veux savoir qui. Nous, on n'a rien fait de mal. Pour que ça n'arrive plus, que personne n'ait à vivre ce que nous avons vécu, c'est tout ce que je demande. Mais face aux familles, la ville continue de nier. Soutenue par nombre d'habitants fiers de leur passé industriel et souvent employés des chantiers mis en cause. Ça, c'est le musée consacré à l'usine d'acier. Sarah Ward est journaliste pour l'hebdomadaire local. La fonderie était dans cette direction. C'était loin d'ici ? 3 ou 4 kilomètres. Et il y avait une autre carrière de fer juste ici derrière. Elle a suivi le combat des familles depuis le début. Je faisais des articles toutes les 2 ou 3 semaines. Je restais en contact avec les familles, je suivais les opérations, car beaucoup de ces enfants ont dû être opérés. Je suivais l'affaire au niveau judiciaire. Ça faisait la une du journal. Tout le monde à Corby était au courant. Mais à l'époque, on ne parle quasiment pas de particules fines, ni de métaux lourds, et encore moins de possibles malformations causées par des substances invisibles. Moi, je les croyais. Ça faisait trop de coïncidences. Quand vous discutiez avec les familles, forcément, vous vouliez en savoir plus. Ces familles étaient voisines, c'étaient des amis. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et bien sûr, on savait tous que l'usine produisait des déchets toxiques. Mais les gens ne voulaient pas qu'on dise du mal de leur usine, car ils y tenaient. Elle avait donné du travail à beaucoup de monde, elle avait souvent changé leur vie. À cause de ça, ils refusaient de s'intéresser à l'affaire. Et le conseil municipal s'est vraiment mal comporté envers les enfants et leurs familles. Ils ont dit aux habitants, si la ville est condamnée à indemniser les familles, ce seront vos impôts qui paieront les dédommagements. C'est assez mesquin, mais ils l'ont dit. Isolées, découragées, certaines familles envisagent d'abandonner. Jusque-là, jamais un lien n'a pu être établi entre contamination de l'air et malformation. Les recours juridiques sont minces, la recherche scientifique à la traîne. Mais leur avocat s'obstine
accepte de n'être payé qu'en cas de victoire et continue la procédure gratuitement pendant plus de 10 ans. Il faut établir qu'il y a un cluster, un nombre anormal de naissances de ce type. Et la difficulté, c'est que les avocats n'ont pas accès à ces données. Coup de chance pour Des Collins, ce sont les autorités locales elles-mêmes qui forcent les hôpitaux à ouvrir leurs registres, espérant tuer dans l'œuf toute la procédure. Or, les malformations sont bien 3 fois plus importantes à Corby que dans les villes voisines, et les bilans médicaux des parents excluent toute cause génétique. Nos adversaires ont dit « ça ne suffit pas. Peut-être que vous n'avez pas d'autre explication, mais vous ne pouvez pas prouver un lien irréfutable. » Et les épidémiologistes et statisticiens ont répondu « si. Dès lors que toute autre hypothèse est exclue, ceci est la cause probable. » En 2009, la Haute Cour de Londres donne raison aux familles. La ville est reconnue coupable de négligence dans la gestion des déchets toxiques qui ont vraisemblablement causé les malformations dont souffrent les enfants. Corby verse à chacun une compensation d'un montant confidentiel, mais impose une clause rarissime à leur avocat. Notre cabinet n'a plus le droit de poursuivre la ville en justice sur ce type de dossier. Je crois qu'ils savaient qu'on avait d'autres dossiers en préparation et ils ne voulaient pas qu'on les attaque à nouveau. C'est fréquent, ce genre de clause? Non, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et je n'ai jamais vu ça par la suite. Pourquoi cette chape de plomb, encore aujourd'hui? Les responsables de l'époque sont pour la plupart décédés. Les autorités actuelles ont refusé de nous rencontrer. Les 18 de Corby ont-ils été les seules victimes de la désindustrialisation brutale des années 80? Mark Neville est persuadé que non. Photographe et lanceur d'alerte, il a passé plus d'1 an à Corby, avant et après le jugement. Compilé témoignages, photos, rapports d'enquête et comptes rendus scientifiques autour de l'affaire. Ça, c'est l'un des garçons nés avec une malformation. Ben, il est né avec 2 doigts et le pouce sur cette main. Une grande partie de la communauté à Corby s'est retournée contre ces familles, car ce sont leurs impôts qui ont finalement payé les compensations versées aux enfants. Ce qui est doublement cruel. Imaginez, ces enfants sont nés avec ces malformations, ils ont dû apprendre à vivre avec, puis mener un combat judiciaire de 10 ans, pour finalement être rejetés par leurs voisins, qui ont dû payer les indemnités. Ils sont 3 fois victimes en réalité. Dans son livre, il mêle les enfants atteints de malformations au reste de la population. Car selon lui, tous les habitants de Corby ont été exposés aux mêmes particules et aux mêmes métaux lourds. Le cadmium, les dioxines, tous ces polluants qui sont sous-particulaires, c'est-à-dire qui pénètrent jusque dans votre système sanguin, peuvent causer des malformations chez le fœtus. On l'a vu avec les 18 de Corby. Mais il y a sûrement eu d'autres conséquences pour l'ensemble de la population. Des cancers, des morts prématurées. Autant de choses qui sont mal détectées, qui passent inaperçues. Et c'est impossible à prouver. Il a adressé son livre à l'ensemble des 433 boroughs, les municipalités d'Angleterre, pour éviter de nouveaux Corby. 5 seulement lui ont répondu. Sarah Croft et sa mère Caroline ont quitté la région, comme la plupart des familles, pour s'installer au grand air.
On ignore encore si les poussières toxiques de Corby auront un impact sur leur santé future. Après des années de rééducation, d'opérations et de procédures, les 18 de Corby ont accepté les excuses de la ville et choisi de ne plus regarder derrière elles.